Donc, avant de débuter le webinaire, j'aimerais vous présenter notre conférencière. Elle s'appelle Andréane Saint-Gelais, qui œuvre en prévention des violences sexuelles et genrées en milieu collégial et universitaire depuis près de 10 ans. Andréane a été aux premières loges du processus de création, d'adoption et de mise en œuvre de la loi P22.1, c'est-à-dire la loi qui vise à prévenir et à combattre les violences sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur. Le travail d'Andréane a notamment permis de mettre en place sa première campagne québécoise de sensibilisation au consentement qui s'appelait, je me souviens très bien, « Sans oui, c'est non ». Membre du comité de coordination de la table intersectorielle sur les violences à caractère sexuel en milieu collégial, Andréane Saint-Gelais est aujourd'hui directrice du Collectif social, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de déployer et soutenir des initiatives communautaires ou sociales qui répondent aux besoins de la jeunesse de la communauté étudiante. Andréane coordonne également les activités francophones et régionales du projet Le courage d'agir, qui vise à élaborer un cadre pan-canadien pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre dans les établissements d'enseignement postsecondaire. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Je donne la parole à Andréane. Merci beaucoup, Nicole. Très, très gentil. Je vais commencer par partager ma présentation. Si vous pouviez juste me faire un petit signe comme quoi vous la voyez bien. Oui. Génial. Je suis assez à l'aise habituellement avec la technologie, donc si jamais il y a des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre un peu sur le fly, ça me fera un grand plaisir, mais sinon, là, il y aura quand même une période de questions à la fin prévue pour ça. Donc, premièrement, merci d'être là. Bonjour tout le monde. Je voyais là, des noms dans la petite liste là, de participants, participantes, de personnes que je connaissais un peu là, de mon parcours, de mes différentes implications. Donc, ça me ravit de savoir que vous êtes avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, Nicole le mentionnait, là, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Témoins actifs, prévenir la violence sexuelle au collégial ». Puis, je veux commencer là, en remerciant le secrétariat à la condition féminine, qui est le principal partenaire financier du projet, parce que sans leur collaboration, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je trouvais ça là, particulièrement important de mentionner leur implication dans le projet. Je vous demande aussi d'être indulgente avec moi. J'ai obtenu un test positif à la COVID ce matin et donc ça fait, je me sens pas au top de ma forme, mais quand même, là, ça devrait bien se passer pour le webinaire. Mais bref, j'espère que de votre côté, ça va bien et que vous prenez soin de vous. J'en profite aussi. J'imagine que bon, tout le monde est au courant qu'on parle de violence sexuelle aujourd'hui. Il n'y aura pas là, de témoignages ou de scénarios poignants ou qui pourraient le susciter certains traumatismes dans la présentation d'aujourd'hui, mais je vous invite quand même à prendre soin de vous et à porter une attention particulière là, à comment vous vous sentez tout au fil de la présentation. Nicole le mentionnait, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, donc si jamais vous avez besoin de prendre un moment, n'hésitez pas là, à vous éloigner puis à revenir un peu plus tard. Il y aura toujours la possibilité de reprendre le contenu par la suite. Je vais faire une petite reconnaissance territoriale avant d'aller plus loin. C'est quelque chose qui est important là, pour nous au collectif social, de reconnaître qu'on est situé en territoire autochtone qui n'ont jamais été cédés, notamment là, que les nations Kanien'kehá:ka et Haudenosaunee, désolée, qui sont les gardiens des terres des eaux où le collectif social est situé. Puis, on trouve ça particulièrement important de le faire dans les activités qui traitent de violences sexuelles dans nos différents projets, parce qu'on le sait, les communautés autochtones, et particulièrement les femmes, les filles, les personnes bispirituelles autochtones, sont particulièrement ciblées par les violences sexuelles et genres. Je ne vais pas revenir sur ma présentation en détail parce que Nicole le fait de manière superbe au début, mais je voulais quand même prendre un moment pour revenir sur certains éléments. Bon, premièrement, j'ai mis mon adresse courriel ici. Ce sera également à la fin, puis je le déposerai là, dans la boîte de conversation. Si jamais vous avez des questions après aujourd'hui, si jamais vous voulez discuter de certains éléments de ressources qui existent au Québec, au Canada en matière de prévention de la violence sexuelle, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours un grand plaisir. Et
On a abordé brièvement le projet Le courage d'agir, Courage to Act en anglais, qui est en fait le premier projet à portée pan-canadienne, donc à travers l'ensemble du pays, qui s'intéresse à la violence genrée au sein des établissements d'enseignement postsecondaire. J'ai vu quelques personnes avec nous aujourd'hui qui étaient intervenantes en milieu collégial. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site du projet au couragetoact.ca. Je peux peut-être l'écrire rapidement dans le chat. Sur le site, il y a vraiment plein de ressources qui sont conçues spécifiquement pour les intervenantes en enseignement postsecondaire. Puis il y a un onglet, si jamais tout n'est pas disponible encore en anglais, on travaille là-dessus, mais il y a un onglet où toutes les ressources en français sont colligées. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Nicole le mentionnait, je suis aussi directrice d'un OBNL qui s'appelle le Collectif social, donc qui déploie des initiatives communautaires ou sociales dans les établissements d'enseignement postsecondaire et dans les milieux de vie, d'études, de travail, des jeunes, en particulier les jeunes de 18 à 35 ans. J'en profite aussi pour souligner qu'on a été nommé finaliste du prix Égalité Thérèse Casgrain il y a 2 semaines, je crois, à peine, pour nos actions en faveur de l'égalité entre les personnes. Si jamais vous ne connaissez pas ce prix-là, c'est un prix qui est remis par le Secrétariat à la condition féminine, qui est en fait la principale distinction gouvernementale qui souligne les réalisations qui contribuent à l'égalité des genres. Je parlais des communautés étudiantes, des jeunes de 18 à 35 ans, tout ça juste avant, mais je veux quand même préciser que le collectif social offre des services à tous les groupes qui évoluent au sein des campus, donc incluant membres de la direction des cégeps des universités, différents groupes qui composent le personnel des établissements d'enseignement supérieur également. À titre d'exemple, on déploie, j'ai mis quelques petites choses qu'on fait plus particulièrement. On déploie des programmes de prévention qui sont vraiment clés en main, qui sont tout inclus, prêts à être déployés sur les campus. Si vous avez assisté à la journée de présentation du ministère récemment sur les violences sexuelles, vous avez déjà entendu parler d'un projet de prévention des violences sexuelles chez la communauté LGBTQIA2S+, qui s'apprête à être déployé dans les prochaines semaines. Je ne vous le présente pas aujourd'hui, on manque de temps pour ça, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un courriel, je vous enverrai les informations avec plaisir. Puis, on offre aussi des activités de formation qui sont spécifiquement conçues pour le milieu de l'enseignement postsecondaire, dont l'atelier de formation Devenir un témoin actif qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Puis, évidemment, aujourd'hui, je vous parle de la formation qui est offerte aux associations étudiantes en milieu collégial, mais l'atelier est adapté et adaptable à toutes sortes de groupes. On l'a déjà donné à des membres du personnel, à des étudiants athlètes, à des étudiants et étudiantes de l'international, etc. Dernière chose que je veux mentionner, vous connaissez peut-être déjà ce projet-là, mais c'est le protocole d'accréditation Commande un Angelot, qui est aussi fait partie de notre offre de service, de nos projets, qui est un programme de prévention de la violence sexuelle et du harcèlement dans les lieux où la consommation d'alcool est autorisée. Donc, si vous avez entendu parler du projet, vous avez sûrement entendu parler dans les bars, mais le programme peut aussi être déployé dans les clubs, les boîtes de nuit, les festivals et tout ce qui est événements festifs, parties de bureau, 4 à 7, parties de fin de session, etc. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, dans le fond, ça fonctionne un peu comme un mot de passe ou un nom de code. Donc, un angelot, c'est un faux cocktail qu'on peut commander à la personne qui est responsable du service d'alcool pour signaler un besoin d'aide ou soit parce qu'on a vécu une situation de violence sexuelle, par exemple, mais ça peut aussi être juste parce qu'on ne se sent pas bien ou on a vécu un inconfort et qu'on aurait besoin d'avoir de l'aide pour s'en sortir. Donc, ce que le programme vient faire, dans le fond, c'est qu'il vient former les personnes qui sont responsables du service d'alcool. Merci, Nicole, d'avoir déposé le lien, très gentil. Pour qu'ils soient en mesure de reconnaître la violence sexuelle, qu'ils soient en mesure d'aider les personnes, évidemment, qui commandent un angelot, mais aussi qu'ils soient en mesure d'intervenir avant que les gens aient besoin de commander un angelot. Donc, c'est une composante de prévention qui nous tient particulièrement à cœur. Je vais prendre une gorgée d'eau. D'ailleurs, je parle généralement très vite, donc si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas, vous pouvez écrire dans le chat, je verrai passer vos messages et je ralentirai le rythme avec plaisir. Avant d'aller plus loin, je voulais vous mettre en contexte avec quelques considérations importantes. Une première chose,
c'est que le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il a été très, très impacté par la pandémie. Pour vous donner une idée, on a signé la convention d'aide financière avec le secrétariat à la condition féminine le 13 février 2020, donc un mois jour pour jour avant la première mise en place des mesures socio-sanitaires au Québec en lien avec la COVID-19. Évidemment, je suis certaine que tout le monde s'en souvient. Le 13 mars, tout le Québec était mis sur pause et notamment les campus, autant au niveau universitaire que collégial, ont fermé. Et au départ, là, je suis allée rechercher, en préparant la formation, le communiqué de presse du gouvernement. Au départ, on se disait que ça allait durer quelques semaines. Là. Dans le communiqué de presse, on parlait de 2 semaines, peut-être 4 tout au plus. Évidemment, vous connaissez la suite des choses, ça s'est prolongé beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait bien voulu. Si bien qu'au départ, tout était censé être donné en présentiel. Donc, nous, la formation, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle existait, qu'on la donnait à différents groupes sur les campus, mais au niveau universitaire, mais toujours en présentiel. Et donc, le défi était double parce qu'il fallait adapter à la réalité des associations étudiantes en milieu collégial, qui, même si ça peut paraître un peu similaire, c'est assez différent des associations étudiantes de niveau universitaire. Et aussi parce que soudainement, il a aussi fallu l'adapter pour être en mesure d'offrir la formation dans un format virtuel. Puis à ce moment-là, au Québec, il y avait très, très peu, pratiquement pas, de programmes de prévention de la violence sexuelle entièrement disponibles en ligne dont on aurait pu s'inspirer pour un peu travailler là-dessus. La pandémie est aussi venue vraiment changer les indicateurs de résultats du projet. Au départ, on pensait donner la formation à 35 personnes. Finalement, ça a été augmenté, diminué, réaugmenté. Pas 35 personnes, 35 associations étudiantes, pardon. Puis au total, finalement, c'est 80 associations étudiantes qui ont été contactées dans le cadre du projet. Donc, dans plusieurs établissements d'enseignement collégial à travers le Québec. Et ce qu'il faut savoir là-dessus, par contre, c'est qu'il y a certaines associations étudiantes qui ont reçu la formation 2 fois, parce que le projet s'est étendu sur un peu plus de 2 années académiques. Mais c'est seulement arrivé si au moins 50% finalement de l'association étudiante avait été renouvelée. Question que dans les données, on évite d'avoir trop de doublons, mais malgré tout, ça se peut qu'il y ait certains doublons à certains endroits dans les données que je vous présente aujourd'hui. Je voulais également vous dire que la pandémie, ça a été un contexte extrêmement difficile pour la communauté étudiante. Évidemment, vous le savez, isolement, santé psychologique, précarité financière, tout ça. Mais ça s'est aussi répercuté sur le niveau de mobilisation puis le niveau d'implication dans les associations étudiantes, puis particulièrement au niveau collégial, qui déjà à la base opère avec relativement peu de moyens, relativement peu de ressources. Il y a même des associations étudiantes sur certains campus, puis vous le savez probablement, qui ont cessé temporairement toutes leurs activités pendant la pandémie. Donc, c'est sûr que ça a été un défi de rejoindre les associations étudiantes dans le cadre du projet, mais malgré tout, comme je vous disais, 80 associations étudiantes qui ont été contactées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les derniers mois, pendant le trimestre d'automne, il y a quelques formations qui ont pu être données en présentiel. Au grand bonheur de tout le monde, je vous dirais que c'est un format qui, entre les deux, présentiel versus virtuel, est habituellement privilégié par les associations étudiantes. C'est sûr que cette préférence-là était peut-être un peu augmentée en raison des 2 années qu'on avait passées sous le signe de la pandémie. Mais je vous présente les données quand même toutes combinées aujourd'hui, notamment parce que, j'ai pas de chercheurs, de chercheuses à temps plein ici qui auraient pu prendre le temps de toutes me diviser ces données-là, mais aussi parce que c'est un très petit nombre au final de formations qui ont été données en présentiel. Donc, il n'y a pas d'impact qui est prévisible sur la totalité finalement des résultats que je vous présente. Petite note également, je suis rendue à la 2e colonne pour les gens visuels. Les données que je vous présente, ça n'a pas de prétention scientifique dans le sens que on ne va pas en faire une publication dans une revue scientifique ou dans un article savant. Je vous le mentionne parce que vous allez voir, on va comparer les résultats que nous, on a obtenus à des différents outils ou différentes échelles de mesure qui sont tirés de la littérature scientifique. On peut faire ça parce qu'on utilise dans nos formulaires d'évaluation des énoncés qui sont tirés de la revue de la littérature scientifique. Par contre, je ne serai pas en mesure de vous dire, par exemple, c'est quoi notre intervalle de confiance dans les données que nous, on a recueillies, ou si l'écart il est statistiquement significatif ou non, pardon. Pour nous, c'est des données qui nous servent évidemment à bonifier, à évaluer nos formations, à apporter des modifications, tout ça. Donc, c'est des données évidemment à prendre
c'est des éléments à prendre en considération quand vous regardez ces données-là. Puis, de se rappeler finalement que ça a surtout une portée informative et éducative à ce niveau-là. Et finalement, 2 derniers points. Le projet cible spécifiquement le milieu collégial, notamment parce qu'il y a une forte prévalence de la violence sexuelle au milieu collégial, tout particulièrement pour la communauté étudiante. Vous avez déjà probablement entendu ces données-là, là, mais 1 personne sur 3 environ qui a subi une forme de violence sexuelle, depuis son arrivée au cégep. Et comme dans le milieu universitaire, comme dans l'ensemble de la société, il y a des groupes qui sont plus touchés par la violence sexuelle en milieu collégial. On pense aux femmes, aux personnes qui appartiennent à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, et aux personnes qui vivent avec un handicap. Et quand on compare la prévalence entre la violence sexuelle en milieu collégial, chez la communauté étudiante et chez les membres du personnel, on parle d'entre 1,5 et 2 fois plus à risque de subir une violence sexuelle pour la communauté étudiante. Et toutes ces données-là sont tirées du projet intercollégial d'études sur le consentement, l'égalité et la sexualité, nommé PIES. C'est son petit surnom qu'on utilisera pour le reste de la présentation. Si vous êtes intéressé à la violence sexuelle en milieu collégial au Québec, c'est certain que vous connaissez ce rapport-là qui a été produit par la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur et qui est quand même un incontournable. Puis, si jamais c'est la première fois que vous en entendez parler, là, je ne savais pas à quel niveau à quel point les gens allaient être informés sur la question aujourd'hui. Le tout est dans les commentaires, dans les références à la fin, donc vous pourrez y accéder. Et dernier point, le projet cible les exécutantes des associations étudiantes collégiales. Donc, les personnes qui ont été élues ou nommées par leur pairs pour siéger sur leur association étudiante. Donc, c'est des personnes qui ont quand même un certain rôle de leadership au sein de la communauté étudiante, puis qui peuvent avoir une influence directe, indirecte auprès de leurs collègues, donc auprès des autres étudiants et étudiantes, notamment en transmettant de l'information et des connaissances par rapport aux violences sexuelles. Puis, donc là, évidemment, le titre le vend un peu, la formation adopte l'approche des témoins actifs. On reviendra sur cette approche-là par la suite. Mais dans le fond, ce qu'elle vise à faire, c'est aussi d'outiller les exécutifs des associations étudiantes à intervenir lorsqu'ils vont être témoins de violences sexuelles, autant dans leur rôle d'étudiants et étudiantes à titre individuel que dans leur rôle de membres d'une association, d'association étudiante, finalement, en tant que collectif. La formation couvre également les attitudes à adopter ou à éviter quand on reçoit un dévoilement ou un témoignage de la part d'une personne qui a vécu de la violence sexuelle. Puis on va y revenir un peu plus en détail, mais on trouvait que c'était particulièrement important d'intégrer ce bout-là dans le cadre des associations étudiantes parce que, de par le rôle qu'elles jouent sur un campus, dans un cégep, dans un collège, sont particulièrement susceptibles de recevoir de tels témoignages. Puis c'est important donc qu'elles sachent comment y répondre, qu'elles sachent c'est quoi les étapes à faire pour accompagner finalement quelqu'un qui a vécu de la violence sexuelle. L'idée, c'est pas de transformer les associations étudiantes en personnes qui ont des capacités d'intervenantes, mais plutôt d'éviter de retraumatiser finalement quelqu'un qui dévoilerait avoir vécu de la violence sexuelle à son association étudiante. Pour ça, je vais faire un tout petit bout sur l'approche d'intervention des témoins, simplement pour m'assurer que tout le monde est bien au fait de la question. Donc, c'est une approche qui est inspirée d'un programme intitulé Bringing in the Bystander, qui a été développé aux États-Unis et qui est un des 2 seuls programmes, en fait, avec le programme BERA, qui a été démontré scientifiquement comme étant apte à prévenir la violence sexuelle. Et donc, la particularité du programme, le nom le dit, c'est vraiment que le programme se cible sur les témoins plutôt que les personnes qui commettent ou qui sont la cible de la violence sexuelle. Et donc, on met l'accent sur le fait que la violence sexuelle, c'est une problématique qui est sociale, qui concerne tout le monde et que tout le monde peut jouer un rôle finalement pour essayer d'y mettre un terme à tout ça. Là, je vois le temps filer. Si jamais vous n'êtes pas du tout familière avec cette approche-là, je vous enverrai cette vidéo-ci, qui est une vidéo quand même assez connue. Peut-être que les gens dans l'audience la connaissent déjà. On la présente dans la formation parce que c'est une très, très bonne introduction au concept d'intervention des témoins. Donc, dans la vidéo, on est dans le métro de New York.
et ça débute avec une femme qui repousse un homme qui a vraisemblablement commis un geste de violence sexuelle. Et il y a plusieurs personnes là, qui interviennent de différentes façons au cours de la vidéo, dont ça s'appelle Potato Chips Man, notamment parce qu'il y a quelqu'un, un homme qui mange des chips dans la vidéo et qui va venir s'interposer physiquement. Donc, bon, il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui va interpeller de manière verbale. Ça permet vraiment d'aborder plusieurs thématiques là, par rapport à l'intervention des témoins avec les groupes d'étudiants et étudiantes, notamment les types de témoins, les effets témoins, les faits d'entraînement, les faits de groupe, puis les différents types d'interventions. Voilà pour ça. Je vous mettrai là, le lien à la toute fin. Je pense que je ne peux pas le copier là, à partir de ma présentation ici. Sur la diapositive ici, vous avez un petit aperçu de la formation. Ça dure à peu près entre 1h30 et 2h, tout dépendant là, de la quantité de questions que les associations étudiantes ont. Et je vais préciser là, certains des éléments qu'on y aborde. Évidemment, on commence par parler de culture du viol, notamment parce qu'on trouve que c'est important de permettre aux associations étudiantes de comprendre le contexte plus large dans lequel les violences sexuelles, ça s'inscrit, puis comment ça se fait que ça se perpétue, même s'il y a eu différentes vagues, même si on compte, même si l'air de rien, on en parle en milieu collégial, en milieu universitaire depuis plusieurs années maintenant. Puis ce qu'on remarque, c'est que même si la plupart du temps, les gens connaissent le terme, donc ont déjà entendu parler du mot culture du viol, ils ont encore de la difficulté à exprimer clairement qu'est-ce que ça veut dire, puis surtout comment est-ce que ça se reflète dans leur vie au quotidien. Donc, dans ce bout-là, on utilise beaucoup d'exemples issus de la culture populaire des jeunes pour vraiment adapter le contenu de la formation, puis expliciter qu'est-ce que c'est la culture du viol. Et on l'adapte régulièrement. S'il y a un événement de l'actualité, on va en parler dans la formation, dans les formations qui vont suivre. On va faire référence là, à des nouvelles séries populaires, à des challenges qui ont été popularisés sur TikTok, par exemple, à un film qui est sorti récemment, etc. Ce bout-là est vraiment là, adapté justement pour tenir compte de ce qui s'est passé là, récemment dans l'actualité ou dans la culture populaire. On parle aussi de violences sexuelles, mais on y va quand même en profondeur, là, habituellement pas mal plus loin que ce qui est présenté dans les formations obligatoires qui sont destinées à l'ensemble de la communauté étudiante, notamment parce que si les étudiants et étudiantes, les associations étudiantes qui reçoivent la formation, n'arrivent pas à déterminer si une situation ou un événement constitue de la violence sexuelle, c'est utopique de se dire qu'ils vont être capables d'intervenir pour la faire cesser. Donc, c'est vraiment là, la première étape, à notre sens, pour favoriser l'intervention des témoins, c'est d'être capable, finalement, d'identifier une situation de violence sexuelle. Il y a beaucoup de données probantes qui existent là-dessus, puis on utilise, là, évidemment, là, les données issues des rapports de pièces et SIMU qui sont en contexte québécois, là, produits par la Charte dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des études qui ont été publiées récemment là, par Statistique Canada. Il y a une étude qui a été publiée en 2020 sur les expériences de comportement sexualisé non désiré et les agressions sexuelles vécues par les étudiants et étudiantes en enseignement postsecondaire. Puis une autre étude aussi en 2020 qui porte sur les expériences de discrimination, de victimisation et de comportement sexuel non désiré par les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Donc, deux études qui sont très, très intéressantes, mais qu'on vient compléter par des données qui proviennent là, de sources qui sont peut-être plus communautaires, notamment pour pallier au manque de données spécifiques et en contexte québécois sur les réalités des personnes non-binaires, des personnes queer, des personnes intersexes, des personnes two-spirit, ou des personnes qui ont une orientation sexuelle autre que hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle, pour lesquelles il y a quand même là, pas mal de données qui existent. Encore une fois, on met à jour très, très régulièrement ce contenu-là, cette partie-là dans la formation, surtout pour refléter les violences, la prévalence de certaines formes de violences sexuelles qui touchent plus particulièrement les jeunes de 18 à 35 ans. Par exemple, là, quand on parle d'intoxication dans le but de commettre des gestes sexuels, l'image que les gens ont habituellement, bon, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui va, dans un contexte festif, estudiantin, payer une tournée de shooter, ou quelqu'un qui va acheter des verres à quelqu'un d'autre, ou encore là, introduire une substance dans la consommation de quelqu'un. Mais notamment dans le rapport de Statistique Canada, ce qu'on apprend, c'est que le cas de figure le plus commun, c'est des gens qui ont été ciblés
par quelqu'un qui a commis des gestes de violence sexuelle après s'être intoxiqué de manière volontaire, donc après avoir volontairement consommé de la drogue ou de l'alcool, par exemple. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui est venu qui a profité là, de la situation de vulnérabilité. On parle aussi de coercition sexuelle, mais on le fait beaucoup sous l'angle d'une pression qui peut être insidieuse, une certaine forme de manipulation, voire même de gaslighting, et particulièrement chez les jeunes au milieu collégial, parce qu'une donnée qu'on entend très, très peu souvent, c'est la prévalence des violences entre partenaires intimes, des violences conjugales, qui, dans tous les groupes d'âge confondus, est la plus élevée chez les 15-24 ans, donc particulièrement là, chez les jeunes du collégial et les jeunes là, des premières années d'université. Pendant la pandémie, on a aussi ajouté là, des informations, par exemple, sur les féminicides, sur le Zoom bombing, sur le slut-shaming, sur d'autres formes de manifestations de la violence sexuelle dans des environnements numériques. Par exemple, on donne des exemples avec Discord, avec Reddit, avec des forums que les jeunes utilisent. Puis, on aborde aussi les questions de porno-divulgation, la revenge porn là, en anglais, qui est peut-être plus connue. On parle de dick pic, on va parler aussi de furtivage, le stealthing, là, les noms en anglais sont parfois plus connus, donc le retrait non consenti d'un préservatif pendant une relation sexuelle. Et on a récemment aussi ajouté l'accaparement, qui est le hugging en anglais. Ça aussi, la traduction est... Parfois, on n'a pas les meilleurs termes, je trouve, en français. L'accaparement qui est le fait de cibler les personnes grosses dans le but d'avoir une relation sexuelle afin de les intimider ou de les ridiculiser ou de les humilier par la suite, qui est un phénomène qu'on voit sur les campus américains, mais qui commence là, quand même à se répandre là, un peu partout et qu'on voit aussi, là, on a des témoignages de situations similaires qui surviennent en contexte québécois. On parle aussi de la question du consentement. Je vais passer à la diapositive suivante pour un petit moment, puis ensuite, là, on va revenir sur cette diapositive-là pour finir là, le plan de la formation. Donc, je passe ici et il va falloir que je repartage mon écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Ah non, je vais faire ça. Pas oublier de partager le son. Voilà. Là, je vous rassure... Vous voyez à l'écran, j'imagine, si quelqu'un peut me confirmer, la fameuse vidéo du thé. Merci beaucoup. C'est la version qui a été doublée à l'UQAM avec Bernard de Rome. Vous l'avez probablement tous et toutes déjà vue. Du moins, c'est ce à quoi je m'attends. Mais on va l'écouter ensemble quand même aujourd'hui. Là, ne me trouvez pas redondante. Je vous la présente non pas parce que nous, on la présente dans la formation. En fait, on ne la présente pas là, aux étudiants et aux étudiantes. Mais parce que pour le bien de la discussion qu'on va avoir juste après, c'est très bon d'avoir en tête là, de manière très, très précise le contenu de la vidéo. Donc, sans plus attendre, là, je vous la présente. Si vous vous demandez... Vous le savez, là, c'est un 3 minutes. Même si vous l'avez déjà vu, je vous demande d'être attentif parce que ça va mettre en lumière là, beaucoup mieux ce que je vais dire juste après. Ce qu'est le consentement, imaginez qu'au lieu d'initier un acte sexuel, vous prépariez du thé. Vous diriez, aimerais-tu une tasse de thé? Et elle répondrait, mon Dieu, j'adorerais une tasse de thé, merci. Alors vous sauriez qu'elle veut du thé. Si vous dites, aimerais-tu une tasse de thé? Et qu'elle réponde, tu sais, je ne suis pas sûr. Alors vous pourriez lui préparer cette tasse en sachant qu'elle pourrait ne pas la boire. Et si elle ne la boit pas alors, et c'est le point important, ne la faites pas boire. Avoir fait du thé ne signifie pas que vous avez gagné le droit de la voir boire. Et si elle répond « Non, merci », alors ne leur faites pas de thé du tout. Ne leur faites pas boire de thé. Ne vous fâchez pas si elle refuse votre thé. Elle ne veut juste pas de thé, d'accord? Elle pourrait dire « Oh oui, j'en veux bien, c'est gentil de ta part ». Et puis une fois le thé prêt, elle n'en voudrait plus. C'est sûr que c'est peut-être fâchant d'avoir fourni autant d'efforts pour faire un thé, mais cela ne l'oblige pas à boire ce thé. Elle en voulait, mais n'en veut plus. Les gens peuvent changer d'idée, le temps de faire bouillir l'eau, infuser le thé et ajouter le lait. C'est normal de changer d'idée, mais encore là, cela ne vous fait pas gagner le droit de la voir boire. Si elle est inconsciente, ne lui faites pas de thé. Une personne inconsciente ne veut pas de thé. Elle peut répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'elle est inconsciente. OK, peut-être était-elle consciente quand vous lui demandiez si elle souhaitait du thé et qu'elle a dit oui. Mais après avoir fait bouillir l'eau, infusé le thé, ajouté le lait, elle ne l'était plus.
Vous devriez alors poser le thé, vous assurer qu'elle est en sécurité. Le plus important, ne lui faites pas boire le thé. Effectivement, elle a dit oui, mais les gens inconscients ne veulent pas de thé. Si une personne voulait du thé, a commencé à le boire, puis perd connaissance, ne lui versez pas dans la bouche. Enlevez-lui son thé. Assurez-vous de sa sécurité, parce que personne d'inconscient ne veut du thé. Faites-moi confiance. Si quelqu'un voulait du thé chez vous samedi dernier, cela ne veut pas dire qu'en tout temps, elle veut que vous lui en fassiez, que vous arriviez chez elle sans préavis pour lui préparer du thé et lui faire boire de force, disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Elle ne veut pas non plus se réveiller alors que vous lui faites boire du thé en disant « Mais tu voulais du thé hier soir ». Si vous pouvez comprendre combien il est ridicule de forcer les gens à prendre le thé quand ils n'en veulent pas, et que vous êtes capable de comprendre quand les gens ne veulent pas de thé, est-ce que c'est plus difficile à comprendre lorsqu'il s'agit de sexe? Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, consentir est essentiel. Sur ce, je vais me faire une tasse de thé. Voilà, je vais juste prendre le moment de revenir à mon écran. Donc, normalement, vous devriez revoir là en ce moment la diapositive écrit la fameuse vidéo du thé. Oui, Oui. parfait. Merci, Nicole. Donc, là, dans les prochaines minutes, je vais critiquer cette vidéo. Par contre, il faut se rappeler que c'est une excellente introduction au concept de consentement qui présente les attributs du consentement d'une manière qui est ludique, qui est intéressante, puis surtout qui le fait en moins de 3 minutes. Donc, la vidéo, elle n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle est incomplète. Puis ce que j'ai envie de vous montrer, c'est un peu où est-ce que nous, on veut aller en matière d'éducation au consentement avec les associations étudiantes en milieu collégial, qui n'est pas nécessairement répondu par la vidéo du thé. Puis je fais la comparaison parce que parfois, même quand je parle à des intervenants et intervenantes sur les campus, on a de la difficulté à y trouver des défauts à cette vidéo-là. Elle a l'air quand même complète aux premiers abords. Puis, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de cibler ce qui manque, justement, pour mettre en place des mesures de sensibilisation au consentement qui vont venir pallier ce qui n'est pas finalement présenté ou ce qui n'est pas abordé dans cette vidéo-là. Ce que je veux dire par là, puis une des principales critiques qu'on pourrait adresser à cette vidéo-là, c'est qu'elle reproduit des schèmes de comportement sexuel qui va présenter les personnes comme étant, l'une des personnes comme étant responsable de demander le consentement et l'autre personne comme étant responsable de donner son consentement. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'études qui ont été faites sur cette question-là, mais je suis certaine que si on demandait là, à la population générale d'écouter la vidéo puis d'attribuer un genre là, aux deux petits bonhommes allumettes qui sont non-genrés dans la vidéo, la majorité des gens identifieraient la personne qui demande le consentement, donc qui souhaite qui souhaite faire du thé comme étant un homme, et la personne qui soit donne ou ne donne pas son consentement, là, tout dépendant des mises en situation, comme étant une femme. Le problème avec ça, c'est qu'on écarte l'aspect dynamique, l'aspect bidirectionnel du consentement. Donc, qu'on s'écarte du fait que dans une relation intime ou sexuelle, je suis tout autant impliquée dans le fait de donner mon consentement que dans le fait de recevoir celui de ma ou celui de mes partenaires. Puis nous, ce qu'on cherche vraiment là, à promouvoir quand on parle puis qu'on forme au niveau du consentement, c'est vraiment cette notion de réciprocité-là dans les relations, dans le consentement. Donc, de vraiment démontrer que c'est quelque chose qui est voire multidirectionnel, plutôt que unidirectionnel là, entre une personne qui doit demander le consentement et l'autre personne qui doit le donner. Dans la formation, on aborde aussi la question des dynamiques de pouvoir entre les individus, là, qui n'est pas vraiment abordée dans la vidéo du thé. Évidemment, dans le contexte collégial, on va parler de relations pédagogiques, de relations d'autorité, mais on aborde aussi des dynamiques de pouvoir qui s'inscrivent dans des interactions sociales qui peuvent être complexes là, entre étudiants et étudiantes. Puis j'en parlais tout à l'heure de tout ce qui est coercition sexuelle, par la pression assez insidieuse qui peut survenir dans les relations intimes chez les jeunes, particulièrement chez ceux de 15 à 24 ans. Puis enfin, on va aborder aussi des mythes puis certains préjugés qu'on entretient face aux interactions sociales. Par exemple, on va parler des influences de la socialisation sur le comportement sexuel et sur le consentement sexuel. Par exemple, les femmes sont socialisées pour chercher à prioriser
les besoins des autres là, avant les leurs, du moins en contexte là, social nord-américain. Puis ça a des répercussions sur la manière de vivre, sur la manière d'expérimenter la notion de consentement, autant dans le cadre de relations intimes que sexuelles. Et dernière peut-être le critique à cette vidéo-là sur lequel on met beaucoup l'accent nous dans la formation, c'est le lien entre entre le consentement et l'alcool. Vous avez vu dans la vidéo, là, on parle d'une personne là, qui est fortement intoxiquée, voire même inconsciente et qui donc on présente qu'elle n'est pas en mesure de consentir à ce moment-là. Mais l'interaction entre l'alcool et le consentement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis le non-consentement survient bien avant finalement l'inconscience, là, comme ce qui est présenté dans la vidéo. Donc, je vois qu'il y a quelques commentaires. Oui, le consentement, pas si compliqué que ça. Génial, ça c'est pour le lien. Puis, Gabrielle, j'ai bien vu la question, là, je vais y répondre à la fin parce que ça nécessite quelques commentaires additionnels. Donc, bref, ça c'était la manière là, dont on aborde la question du consentement dans la formation. On passe à la partie là, à droite de la diapositive qui dure à peu près là, la moitié de la formation qu'on offre. Donc, on va aborder les effets témoins, ce qui veut dire qu'on va parler brièvement là, du conformisme social, de la dilution de la responsabilité et de l'erreur d'évaluation. Je ne vous les définis pas aujourd'hui en espérant que tout le monde est familier avec ces termes-là, mais si jamais j'ai des excellentes vidéos, là, je vous les inclurai à la fin s'il y a des questions. Puis, on le fait en nommant ces termes-là parce que ce qui est prouvé dans la littérature, c'est que les gens qui sont au fait des effets témoins sont plus capables de se sortir de ces effets-là, de les contrer volontairement et donc plus en même d'intervenir en matière de prévention de la violence sexuelle. On inclut aussi des mises en situation et je le disais là, un peu au départ, les associations étudiantes à qui on donne la formation sont vraiment mises en action, autant dans leur rôle d'étudiant-étudiant, c'est-à-dire comment moi, à titre individuel, je peux intervenir pour prévenir, faire cesser une situation de violence sexuelle, mais aussi dans ce qu'ils peuvent faire comme association étudiante, comme regroupement là, qui représente des étudiants et étudiantes sur un campus, qui organisent des activités, etc. On a d'ailleurs une banque de mise en situation, là, puis souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps en amont de la formation de discuter avec l'association étudiante, justement pour être sûr là, de bien choisir les mises en situation puis les adapter finalement au contexte pratiquement sur mesure là, de ce que l'association étudiante vit puis expérimente. On intègre également les attitudes aidantes, je vous l'ai déjà mentionné, particulièrement en raison du rôle des associations étudiantes sur le campus. Puis on finit en parlant des ressources, autant là, dans le réseau communautaire autour du cégep où la formation est donnée que dans le cégep lui-même, parce qu'il y a des ressources là, dans pratiquement tous les établissements d'enseignement collégial, notamment en raison de la loi P22.1 que Nicole mentionnait en introduction. Les objectifs, vous avez probablement eu le temps de les lire. Je vois le temps passer, donc je vais passer tout de suite à la prochaine diapositive. Donc, évidemment, on évalue systématiquement les formations qui sont offertes. Notre formulaire d'évaluation, c'est un formulaire qui est anonyme, qui va comprendre quelques questions socio-démo, identité de genre, tranche d'âge, tout ça. Et pour le reste, on utilise des questions qui sont tirées de la littérature scientifique et qui vont nous permettre d'évaluer les croyances et préjugés par rapport aux violences sexuelles, les attitudes à l'égard du consentement et les attitudes des témoins et comportements de prévention de la violence sexuelle. Vous voyez là, les études d'où c'est tiré, on y reviendra juste après. À la fin, on pose également des questions sur le niveau d'appréciation générale et des commentaires, questions ouvertes sur des éléments à garder, à conserver, qui ont été particulièrement appréciés ou sur des suggestions d'amélioration. Ce qu'on remarque d'ailleurs dans ces évaluations-là, c'est particulièrement en contexte collégial auprès de la communauté étudiante, il y a un gros roulement au niveau des jeunes et dans les associations étudiantes, etc. Et donc, les intérêts, ce qui suscite une attention particulière, ce qui est beaucoup aimé dans la formation, ça change rapidement, ce qui nécessite qu'on mette la formation à jour très, très régulièrement pour s'assurer qu'elle soit toujours bien cadrée sur les intérêts, les préoccupations finalement du groupe d'âge et des étudiants et étudiantes en milieu collégial. J'en profite aussi pour vous mentionner un ajout, quand même, en fait, dans le cadre de ce projet-ci. Ce sera la première fois qu'on évalue le maintien des compétences qui sont évaluées post 6 mois. Donc, en remplissant le formulaire d'évaluation, les gens pouvaient
volontairement s'inscrire pour être évalué aussi post-6 mois, ce qui va nous permettre de voir le maintien des acquis dans le temps dans le cadre de la formation. Je n'ai pas ce set de données-là parce que le projet s'est terminé en décembre, donc on va avoir le set complet là, de données au début de l'été, mais on a bien hâte là, de voir là, à quel point les compétences se maintiennent dans le temps. C'est une évaluation qui va nous servir là, énormément pour la suite des choses. Je vois le temps filer et je veux vous laisser poser des questions. Je vous présente rapidement là, les 3 tableaux qui suivent, qui sont là, grosso modo les énoncés de notre questionnaire d'évaluation, l'outil de comparaison, dans ce cas-ci, c'est SIMU, et la population de comparaison, dans ce cas-ci, la communauté universitaire, parce que les données de SIMU sont présentées finalement de manière globale pour la communauté étudiante et pour le personnel en ce qui concerne les croyances et préjugés par rapport aux violences sexuelles. La 4e colonne est le score que nous, on a obtenu après le questionnaire d'évaluation auprès des associations étudiantes et en comparaison du score moyen avec l'écart. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une échelle de type Likert, classée traditionnelle, 5 niveaux, qui va de profondément en désaccord à totalement en accord, le point 1 étant profondément en désaccord et 5, niveau 5, totalement en accord. Et dans ce cas-ci, tous les énoncés sont de type négatif. C'est-à-dire que le score idéal serait un score de 1, donc le plus en désaccord possible. Puis ce qu'on remarque, je vous parlais au début là, que ce n'était pas nécessairement possible de vous dire si les écarts étaient statistiquement significatifs, mais dans l'ensemble, pour tous les éléments de croyance et préjugés par rapport aux violences sexuelles, on remarque une amélioration après la formation finalement auprès des populations étudiantes, là, des associations étudiantes finalement collégiales qui ont reçu la formation. Un constat similaire ici pour les attitudes à l'égard du consentement sexuel. Cette fois-ci, ce sont des énoncés qui sont tirés de pièces. C'est la même échelle de mesure, mais dans ce cas-ci, il y a des éléments positifs. Donc, les 2 premiers, là, au-dessus de la ligne pointillée verte, ce sont des éléments pour lesquels le score idéal se rapprocherait de 5. Et donc, on remarque aussi une amélioration là, par rapport à l'outil de référence. Et les éléments sous la ligne verte, c'est similaire là, à l'autre tableau, ce sont des éléments négatifs. Et donc, le score idéal se rapprocherait de 1. Et ce qu'on remarque, par contre, là, en comparant population étudiante collégiale avec population étudiante collégiale, parce que dans pièces, les données sont différenciées, c'est qu'il y a une plus grande différence là, dans la post-formation versus l'outil de comparaison lorsqu'on regarde les attitudes à l'égard du consentement sexuel, notamment là, pour ce qui est de demander le consentement sexuel, du fait que ça diminuerait le plaisir de l'activité sexuelle. C'est un des éléments là, où est-ce qu'il y a la plus grande différence. Puis ça fait un beau lien, je trouve, là, avec la manière dont on aborde le consentement dans la formation dont je vous parlais là, au préalable. Je pense qu'on le voit ici, là, la différence que ça fait au niveau de l'évaluation post-formation. Puis finalement, 3e tableau, qui est les attitudes des témoins et comportements de prévention de la violence sexuelle. Dans ce cas-ci, ce sont des données qui sont... le point de comparaison sont des études qui ont été faites en contexte américain sur des campus là, auprès des college students, mais qui étaient dans les premières années de leur parcours. Donc, à peu près là, le même groupe d'âge, cela dit, évidemment, contexte social totalement différent entre les États-Unis et le Québec. Donc, comparaison qui peut parfois là, être un peu difficile à faire. Et surtout aussi, c'est des données qui datent d'un peu plus longtemps. Là, on parle de 2010-2014, comparativement à SIMU et pièces qui sont quand même plus récents. Mais malgré tout, constat similaire aussi que la formation permet d'améliorer finalement le score moyen post-formation comparativement là, aux données qui sont présentées dans les études. Ça, c'était pour l'aspect très quantitatif. D'un point de vue qualitatif, là, on est très, très contente en fait de la note moyenne d'appréciation de la formation, 9,2 sur 10 dans le cadre là, du projet, donc les formations qui ont été données spécifiquement aux associations étudiantes en milieu collégial. Pour vous donner une idée, là, dans toutes les formations qu'on a données depuis le début, qu'on donne cette formation-là, on a une note d'appréciation d'à peu près 8,85 sur 10, ce qui est très bon, mais c'est encore là, plus élevé dans ce cas-ci, ce qui nous a réconforté. Je vous parlais des défis au début, là, du fait de la double adaptation à la communauté étudiante collégiale, association étudiante et en ligne. Donc, je pense que ça a été réussi à ce niveau-là. Et j'ai mis là, quelques commentaires qu'on a reçus de la part des participants, participantes.
ce qui est le fun aussi de plusieurs de ces commentaires-là, c'est qu'ils reflètent assez bien l'approche pédagogique qu'on utilise et dont je vous parlais là, dans ma présentation là, du plan de formation. On n'aura pas le temps malheureusement pour cette capsule vidéo-ci. Dans le cadre du projet, là, on a aussi traduit une capsule vidéo qui est exclusive. Je pourrais vous envoyer le lien en version anglais et dans le fond, dans notre formation, on l'a doublé en français pour permettre l'accès partout au Québec finalement à cette capsule-là. Puis, si jamais vous la cherchez là, vite, elle s'appelle « The Girl at the Bar ». Ça a été une capsule qui a été tournée en Inde, mais qui est très, très actuelle et très ancrée dans la réalité là, de ce qui est vécu en fait, de différentes manières d'intervenir lorsqu'il y a une situation de violence sexuelle. C'est la dernière diapositive et après, je vous laisse poser des questions, promis. Je voulais quand même prendre le temps de vous partager certains constats, certaines pistes d'action que nous, on a suite après avoir formé là, toutes ces associations étudiantes en matière de prévention de la violence sexuelle pour être des témoins actifs. Premièrement, ce n'est pas vrai pour tous les types de formations, mais dans ce cas-ci, on a trouvé qu'il y avait une certaine importance d'avoir un statut indépendant en tant qu'organisme à but non lucratif, indépendant du milieu d'enseignement où est-ce qu'on allait donner la formation. Tout particulièrement là, pour les associations étudiantes, puis je vous dirais même peut-être encore plus pour les associations au niveau collégial. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes nous rapportent là, des situations qui ont pu survenir, qui ont pu être problématiques, qui ont pu contrevenir même, là, parfois à la loi, mais parfois aussi à certaines politiques, à certains règlements dans les établissements d'enseignement collégial et qu'ils font en n'ayant pas de crainte qu'il y ait des répercussions suite à ça parce qu'ils dévoilent des situations qui ont pu survenir dans le passé, mais qui veulent chercher des solutions pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Donc, c'est quelque chose là, ces sentiments là, de confiance et d'ouverture-là qu'on cherche évidemment à susciter pour qu'on soit vraiment en mesure là, d'avoir cette ouverture-là, mais aussi de venir intervenir sur le comportement puis les gestes posés par les associations étudiantes pour être sûr que les activités soient sécuritaires finalement et que ça permette d'avoir un milieu qui est plus sécuritaire pour l'ensemble des associations étudiantes. Je termine, Nicole, j'ai vu le micro s'allumer. J'ai quasiment fini. Pas de problème, non, c'est que j'ai des questions à poser. Il n'y a pas de problème. Et l'importance aussi de le faire en petits groupes. En moyenne, là, on parlait de 8 personnes par formation. En tout cas, c'était très facile, considérant que ça s'adressait à des associations étudiantes. Habituellement, c'est un nombre assez restreint. Et donc, ça permettait là, vraiment de susciter ce climat de confiance-là dont je vous parlais tout à l'heure. Puis le fait là, qu'on discute même en amont de la formation avec les associations étudiantes pour vraiment finalement le faire du sur-mesure, notamment au niveau des mises en situation. Je pense que ça aussi, là, ça a suscité ce climat là, de confiance particulier. Je vais m'arrêter ici, je crois, là, parce que les autres points, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes et je veux vous laisser poser des questions. Je vois qu'il y en a dans le chat. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est les quelques références utiles dont je vous parlais. Et l'adresse courriel, là, finalement, du collectif social. D'ailleurs, la formation, on continue de l'offrir autant là, au groupe associations étudiantes qu'à d'autres groupes dans les cégeps, les universités et aux membres du personnel. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir en plus grand. Très intéressant, très, très intéressant, Andréane. Je sais qu'il y a une question dans le module QER, mais je me permets de vous en poser. Moi, je ne peux pas les poser dans le module QER, étant donné que je suis l'organisatrice. Dans le contexte de la formation, qu'est-ce que ça veut dire devenir un témoin actif? Qu'est-ce qui est appris? Qu'est-ce qui est montré? Comment ça se fait? Oui, donc l'idée là, du concept de témoin actif, c'est vraiment d'intervenir lorsqu'on voit ou qu'on est témoin d'une situation de violence sexuelle. Donc, la personne témoin, c'est la personne qui, évidemment, ne sera pas en train de commettre la violence sexuelle et ne sera pas en train de la subir. Quelqu'un qui va voir une situation et qui va être capable d'intervenir pour la faire cesser. Il y a plusieurs méthodes, puis c'est ce qu'on enseigne là, finalement aux étudiantes qui suivent la formation, notamment la distraction, la confrontation, le fait de déléguer,
le fait d'intervenir à plusieurs, toutes des choses qui peuvent être utilisées pour venir justement changer la dynamique de la situation qui est en train de se produire et faire en sorte que la violence sexuelle, là, à ce moment-là, cesse. Puis comme je le disais, la première étape là, pour faire ça, c'est d'être capable de la reconnaître. Parce qu'évidemment, s'il y a une situation de violence sexuelle qui survient et que je ne suis pas en mesure de l'identifier, bien, la deuxième étape qui est d'intervenir, je ne serai pas non plus capable de la mettre en œuvre. OK. Merci. J'aimerais aussi, puis c'est peut-être un peu la question qu'une des personnes pose, que Sonia pose dans le chat, comment se fait le transfert de l'information que les associations étudiantes reçoivent? Donc, ce transfert entre les associations étudiantes et les autres étudiants du cégep, comment est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Oui, ça va vraiment beaucoup varier d'une information à l'autre, mais l'information elle a aussi un côté un peu empowering, si je peux dire, là, pour les associations étudiantes. C'est-à-dire que le message qu'on envoie aussi, c'est qu'ils ont un rôle à jouer en matière de prévention de la violence sexuelle, qui, par exemple, peuvent en parler à leurs pairs, sur leurs réseaux sociaux, dans les infolettes qu'ils peuvent publier, dans les événements, ils peuvent adopter. Il y a différentes stratégies là, pour prévenir la violence sexuelle en contexte festif estudiantin. Puis pour répondre à la question là, de Sonia dans le chat, la formation peut se donner aux deux. Donc, on peut la donner là, évidemment aux associations étudiantes, mais aussi à la communauté étudiante. Le format est différent, par contre, là, parce que bon, le rôle, les connaissances ne sont pas toujours les mêmes, mais vraiment, c'est adaptable. Puis on donne même à des groupes d'étudiants et étudiantes spécifiques en situation de handicap, étudiants, étudiantes, athlètes, étudiants de l'international, je le mentionnais là, au début. OK. J'ai une autre question avant de pouvoir passer on a encore quelques minutes. Est-ce que les directions des collèges sont informées de cette formation-là qui est offerte aux associations étudiantes? Est-ce que vous avez des appuis hors associations étudiantes ou si le contact se fait uniquement avec les associations étudiantes? Est-ce que les intervenants, je pense aux intervenants psychosociaux, entre autres, dans les collèges, là, les psychologues, les travailleurs de corridor, bon, etc., est-ce qu'ils sont au courant de ça? La très vaste majorité du temps, oui, mais le lien se fait là, entre l'association étudiante et intervenante sur les campus. Au fil du temps, j'ai beaucoup de liens dans différents campus et donc souvent, je connais là, personnellement l'intervenante ou l'intervenante, même si parfois, là, il y a pas mal de roulements dans ces postes-là. Mais oui, la plupart du temps, ils sont mis au courant. Parfois, même, ils assistent à la formation parce qu'ils sont intéressés là, à voir ce qui se fait. Et parfois, même, la demande vient de leur part pour aller former finalement l'association étudiante de l'établissement. Merci. Il y a Marjorie qui posait la question, la durée de la formation. Combien de temps ça dure, cette formation-là? Puis ensuite, on va passer à la question de Gabriel. Oui, donc on parle d'1h30 à 2 heures, là, tout dépendamment de la quantité de questions. Puis je vous dirais qu'habituellement, il y en a beaucoup, donc on tourne plus autour du 2 heures, mais on l'a déjà fait dans des formats de 3 heures, puis on l'a déjà fait là, pour fitter dans un horaire de dîner en 1 heure top chrono, mais c'est sûr qu'il faut faire des choix là, par rapport au contenu. Parfait. Et la question de Gabriel, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver un répertoire? Parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de termes là, que vous avez utilisés, donc ce répertoire de termes-là et leur signification. C'est ça, c'est un peu compliqué d'avoir un répertoire avec l'ensemble de ces termes, de tous les termes que j'ai utilisés là, dans la présentation. Il y a le Cégep de Jonquière qui a un bon guide avec beaucoup de différents termes et de significations là, par rapport à tout ce qui touche à la violence sexuelle. Mais c'est sûr que ce ne sera pas là, tous les termes qui ont été abordés aujourd'hui, mais je pense que c'est un bon point de départ. Est-ce que vous savez où on peut le trouver sur le site du Cégep de Jonquière? Est-ce que... je le mettrai dans les... ils vont recevoir le PowerPoint, hein, je pense? Oui. Je le rajouterai comme ça. Donc, tu vas m'envoyer un second PowerPoint, Andréane? Je vais faire ça dans les prochaines minutes. C'est super gentil. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou qui veulent commenter ou faire part de leur satisfaction à l'égard de cette présentation-là, en espérant qu'elle va jouer un rôle, qu'elle vous aura appris des choses. Moi, en tout cas, ça m'a appris que justement, cette formation-là qu'elle se donnait, je n'étais pas au courant et j'apprécie beaucoup que ça soit fait et j'espère que ça va faire boule de neige. Alors, un gros merci, Andréane. Si d'autres gens là, veulent exprimer leur appréciation dans le chat, c'est toujours apprécié aussi. Est-ce qu'il y a
de l'information supplémentaire là, que tu voudrais donner, Andréane? Je vais simplement déposer l'adresse courriel parce que je vois des gens qui nous... Collectif Social Collective, ouais. Qui demandent comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous. Donc, j'ai déposé l'adresse courriel dans le chat. C'est la façon la plus simple. Je vous le disais, on est un peu ensevelis sous la COVID, donc soyez patients, patientes avec nous, mais on va vous répondre, c'est certain, peut-être plus au courant de la semaine prochaine. Puis quand vous recevez des signalements, dévoilements, est-ce que le lien avec les intervenants du guichet unique, ça fait toujours partie des ressources qu'on va donner à la personne, mais pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas identifier les personnes qui vont nous faire des signalements, dévoilements, par exemple, dans le cadre des formations. Par contre, on parle des ressources des guichets uniques sur les cégeps et si les personnes veulent bien, on peut même les accompagner pour justement aller solliciter de l'aide dans le cadre du cégep. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on produit des rapports suite aux formations qui démontrent dans le groupe d'étudiants et étudiantes à qui la formation a été donnée, le formulaire d'évaluation, le contenu, puis on donne aussi de la rétroaction sur comment ça s'est passé, c'était quoi l'ambiance générale, s'il y a eu des éléments particuliers. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Parfait. Alors, merci de recevoir ton troisième diaporama que je vais partager avec les participants cet après-midi. Je vais aller voir s'il y a une autre question. Est-ce que, vous envisagez de former des animateurs, donc, par collège, pour qu'ils puissent l'offrir eux-mêmes à l'interne de manière récurrente? J'aimerais beaucoup, mais c'est un projet à long terme, je vous dirais, dans le sens où, en ce moment, on n'a pas malheureusement les ressources pour être en mesure de monter puis d'offrir un tel programme. Mais oui, ça fait partie de nos plans de développement à long terme, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça puisse arriver dans les prochaines années, malheureusement. C'est pour ça que je parlais du RIPSO au début de notre rencontre, Andréane, le réseau des intervenants psychosociaux du réseau collégial. Il y aurait peut-être des liens à tisser pour favoriser justement ce transfert de formation-là. On pourrait revenir, mais aux gens qui font partie du RIPSO, je pense que ça pourrait être une avenue intéressante, je crois. Merci beaucoup, Andréane. C'était très instructif. C'était sympathique en plus. C'était vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Puis on peut se dire à la prochaine, pourquoi pas. Merci beaucoup, Andréane. Certainement, ça m'a fait un grand plaisir. Merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir.